Alors donc, j'ai exercé une vingtaine d'années en service de pédiatrie, puis je me suis investie dans l'analyse de pratique et la formation initiale et continue des enseignants du premier et du second degré. C'est de cette place que je vous parlerai. Dans un module optionnel de philosophie pour enfants que j'avais lancé à l'ESPE, ça s'appelait encore ESPE, maintenant c'est l'INSPE, j'avais souhaité introduire l'éthique animale comme vecteur d'empathie et de responsabilité morale. L'approche pluridisciplinaire se basait sur le courant de philosophie pour enfants créé au Canada par Mathieu Lipman, qui est concepteur de cet outil. Je m'appuie également sur la psychologie de l'enfant dans ses interactions avec l'animal. Je me fondais sur les travaux de Boris Cyrulnik et de Hubert Montagnier. Je m'appuie également sur la Déclaration des droits de l'animal. Et enfin, je faisais des références aux récentes découvertes passionnantes en éthologie, dont vous a parlé M. Cyrulnik tout à l'heure. Et je m'appuie également sur des textes de grands penseurs qui, depuis l'Antiquité, ont été très sensibles à la condition animale. Cette initiative a dû s'interrompre en 2016 suite à mon départ en retraite, mais elle a trouvé un prolongement à travers la création du site Éducation éthique animale et l'association correspondante. Je dirais en introduction que nous sommes devant une évolution morale sociétale face aux animaux. Je pense que l'importance d'une question tient à la quantité de souffrance que cause le fait de ne pas se la poser. Or, l'anthropocentrisme, qui exclut la majorité des animaux de notre cercle de considération morale, cause d'immenses souffrances pour des milliards d'entre eux qui sont exploités partout, sur Terre, dans les mers, dans d'immenses souffrances. Ils sont réifiés, ils sont comptés en tonnes, et à une échelle industrielle qui n'a jamais été atteinte dans l'histoire. Le bien-être dont bénéficient nos animaux de compagnie ne saurait faire oublier cette tragédie silencieuse. Question: pouvons-nous passer de l'apathie à l'empathie? Pouvons-nous changer par l'éducation le rapport aux animaux, réduire notre empreinte prédatrice et développer respect et compassion à leur égard? Pour Darwin, déjà, la réponse était oui, car cette évolution morale sociétale serait inéluctable. Je le cite: la compassion envers les animaux semble être une des dernières acquisitions morales, une des plus nobles dont l'homme soit doué. Cette vertu, une fois honorée et cultivée par quelques hommes, se répand chez les jeunes gens par l'instruction et par l'exemple, et finit par faire partie de l'opinion publique. En effet, le seuil de tolérance face à la souffrance a baissé dans notre société. L'intolérable persiste, mais il est relégué dans des lieux hors de la vue, tels les abattoirs. Nous choyons nos animaux de compagnie, mais nous oublions les autres qui ne sont pas moins sensibles. Cette empathie à géométrie variable questionne notre cohérence morale. Je cite Jérémy Bentham. La raison pour laquelle il ne devrait pas être permis de tourmenter les animaux ne dépend pas de la réponse à « peuvent-ils raisonner » ou « peuvent-ils parler », mais « peuvent-ils souffrir ». De l'Antiquité à nos jours, des penseurs se sont émus devant la condition animale, dont Plutarque, Pythagore et plus tard Montaigne, Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. Certains, dont Léonard de Vinci, étaient même végétariens. Je le cite: « Un jour viendra où les hommes tels que moi proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables. » L'école a peut-être un peu occulté cet aspect significatif de leur message, qui, loin d'être anecdotique, signait au contraire l'universalisme de leur pensée. Cet appel a été relayé par Schopenhauer, Émile Zola, le docteur Schweitzer, Jérémy Bentham, dont je viens de parler, Tom Regan, Bashevis Singer, Théodore Monod, Peter Singer, M. Cyrulnik et bien d'autres. Les corrélations entre violences exercées sur les animaux et sur les hommes furent dénoncées. Pythagore: tant que l'homme continuera à être le destructeur impitoyable des êtres animés des plans inférieurs, il ne connaîtra ni la santé ni la paix. Ou Tolstoï: tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille. Ou encore Bashevis Singer, prix Nobel de littérature: je ne crois pas qu'il puisse y avoir de paix dans ce monde tant que les animaux seront traités comme ils le sont. Actuellement, une frange croissante des jeunes générations conteste la hiérarchie de pouvoir, prétendument naturelle, légitimant l'oppression de l'homme sur les règnes dits inférieurs. Mieux informée, elle dénonce l'exploitation abusive des animaux, dont la sensibilité et l'intelligence sont de mieux en mieux reconnues par la science. Les documentaires animaliers rencontrent un succès grandissant, tandis que de courageuses enquêtes révèlent la sinistre réalité des élevages concentrationnaires et des abattoirs. Question: pouvons-nous sortir indemnes d'un paradoxe aussi intenable?
D'un côté, des prétentions dites humanistes, de l'autre, le traitement inhumain d'être sensible, ce que la seule logique économique ne saurait justifier. Définissons déjà un petit peu l'empathie. L'empathie, c'est la faculté de ressentir ou d'imaginer l'émotion de l'autre. Elle a son origine dans l'instinct parental, nourrir et protéger, indispensable à la survie chez les mammifères et les oiseaux, parfois au péril de leur propre vie. Elle conduit ensuite au sentiment d'appartenance au groupe élargi. Elle permet d'interpréter les comportements d'autrui et génère des conduites affiliatives, prosociales, qui contribuent à l'organisation et à la survie collective. Propriété du vivant, elle n'est pas réservée aux humains. Un degré remarquable s'observe chez les grands singes, les dauphins, les éléphants. Je renvoie à l'ouvrage L'âge de l'empathie de France Deval. Chez l'enfant, ce souci de l'autre naît dans un cercle familial qui sait favoriser un attachement sécure. Et il s'accroît par les soins et l'attention portés à plus petit que soi. Et l'animal de compagnie joue ce rôle, car il place l'enfant en posture anticipée de parent protecteur. Notons que l'empathie est absente chez le psychopathe. L'empathie peut prendre plusieurs formes. Une forme affective, voire fusionnelle, c'est éprouver la même émotion que l'autre. Elle peut prendre une forme cognitive, c'est s'imaginer à sa place sans forcément éprouver la même émotion. Elle peut avoir une résonance émotionnelle, intense, qui peut induire l'altruisme ou au contraire l'évitement si l'affect est pénible. Enfin, la détresse empathique peut causer la fuite carrément devant la souffrance de l'autre. C'est parfois l'effet produit par certaines images d'abattoir. L'empathie peut se vivre sans sollicitude. C'est quand on cherche à décrypter l'autre par intérêt. Mais elle peut se vivre avec sollicitude et le désir d'aider, en dépassant son émotion propre. Elle devient alors une compassion agissante, qui participe de l'intelligence dite relationnelle, au sens que donnait à ce mot Howard Gardner, ou l'intelligence émotionnelle, concept de Daniel Goleman. Cette qualité, qui est un peu négligée dans le champ scolaire, s'observe souvent en milieu associatif. C'est une vraie richesse pour la société car elle conduit à aider les êtres en difficulté, humains ou animaux, et elle s'avère bénéfique autant pour celui qui la reçoit que pour celui qui la donne. Et c'est une forme de rempart contre la violence. L'altruisme serait un état d'esprit plus général, de nature bienveillante. Notons que sa forme authentique, désintéressée, n'est pas si fréquente entre les humains, qui sont souvent mus par une attente de réciprocité, un gain en réputation ou le simple sens du devoir. Cet altruisme a vocation à s'étendre depuis le noyau familial en sentiment de solidarité envers des cercles croissants, idéalement jusqu'à la communauté des êtres vivants à l'heure de l'écologie, sauf quand il bute sur des barrières culturelles. Je cite Einstein, « L'être humain fait l'expérience de ses pensées et de ses sentiments comme d'événements séparés du reste. Notre tâche devrait consister à nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion afin d'y inclure toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. » L'altruisme est prisé dans les sociétés occidentales, héritières de 2000 ans de christianisme imprégné par les Lumières, même si on n'est pas complètement guéri de la pensée cartésienne. Mais il peut être perçu comme faiblesse dans d'autres cultures. Les religions monothéistes tendent à cantonner l'altruisme à l'espèce humaine, voire à leur propre groupe d'appartenance. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, au contraire, la compassion est une vertu universelle, embrassant tous les êtres vivants. Voir la micro-société exemplaire des Bishnoïs en Inde, où le strict respect des animaux coïncide avec une plus grande égalité entre les sexes. Si le progrès moral d'une nation se juge à sa manière de traiter les animaux, selon la célèbre formule de Gandhi, quel regard sur la France, qui autorise, par ses dérogations, des pratiques cruelles souvent proscrites ailleurs. Pourquoi enseigner l'empathie via l'éthique animale à l'école ? Le respect de l'animal était déjà au programme de l'école de Jules Ferry avant de disparaître. Le traumatisme des guerres l'avait-il fait passer au second plan ? Mais en ce XXIe siècle, l'animal, comme individu et comme sujet d'une vie, devient un nouvel enjeu. L'école ne peut rester à l'écart de cette évolution des consciences. Pourquoi ? Tout d'abord, en point 1, je dirais que l'affinité naturelle des animaux, des enfants pour les animaux, fait de ceux-ci un vecteur tout à fait privilégié pour susciter l'empathie intuitive, racine de l'altruisme étendu. Lévi-Strauss disait « Le respect que nous souhaitons obtenir de l'homme envers ses semblables n'est qu'un cas particulier du respect qu'il faudrait ressentir pour toute forme de vie. » En outre, l'éthique animale, étude de la responsabilité morale de l'homme envers les autres espèces, pourrait s'intégrer très aisément dans les programmes existants via un apport en éthologie. Cela compléterait la protection de l'environnement où l'animal n'est vu à ce jour que sous l'angle restreint des espèces menacées.
Le thème peut s'aborder en pratique du langage, en littérature, via des textes choisis, et surtout en éducation morale et civique, du CP au lycée. C'est une initiation au débat démocratique qui est un très bon cadre pour croiser les points de vue, se questionner, oser le désaccord, argumenter et dépasser les a priori. En point 2, je dirais que l'éthique animale éveille l'esprit critique des enfants sur un thème qui leur tient à cœur. Dans la philosophie pour enfants de Mathieu Lippmann, ce thème a une place privilégiée dans la formation du jugement moral dès l'âge de 6 ou 7 ans, et la recherche de ce qui fonde le propre de l'homme. Est-ce l'empathie et la raison, ou est-ce le pouvoir et la prédation? Il s'agit de désamorcer précocement les stéréotypes qui sont portés par les biais de mots tels que bête ou bestial. Cela passe par des questions. Par exemple, les animaux sont-ils bêtes? C'est quoi être humain? Tous les hommes sont-ils humains? Un animal peut-il être traité tantôt comme une chose, tantôt comme une personne? Pourquoi? Y a-t-il un langage sans parole? Es-tu un animal comme les autres? L'homme a-t-il tous les droits? L'animal a-t-il aussi des droits? Peut-on faire du mal aux animaux sans le savoir? Je vous livre quelques réponses fraîches et naïves reçues un jour à la question « Pour vous, qu'est-ce que l'instinct ?» Pour les uns, c'est une intelligence spéciale pour survivre. Pour un autre, c'est la parole de Dieu à l'animal. Pour un autre, c'est comme un Internet géant où chaque animal serait connecté. De fait, quand les enfants nous parlent des animaux, ils parlent aussi d'eux-mêmes. D'autant plus sincèrement que ce thème est moins censuré que celui de leur relation aux autres. Et des liens féconds peuvent s'établir naturellement d'un plan à l'autre sur la question des valeurs. Point 3, l'animal est un thème fédérateur pour les enfants car il est neutre culturellement. Cela permet d'explorer librement les voies et les obstacles à la compassion. On peut aimer les animaux sans les connaître, et vice-versa. L'école cherchera moins à les faire aimer qu'à les respecter, pour ce qu'ils sont au regard de leurs besoins spécifiques, de leur sensibilité et de l'impact de nos comportements sur eux, même sur ceux qu'on ne voit pas. Il s'agit de revisiter les catégories anthropocentrées du beau et du laid, de l'utile et du nuisible, trop souvent projetées à tort sur des animaux victimes de l'ignorance et des préjugés. Point 4, je dirais que par sa vulnérabilité, l'animal pose avec acuité la problématique du pouvoir. Catalyseur des aspirations les plus nobles, il peut en effet être aussi celui des pires pulsions. Tel un miroir face aux dérives de la toute-puissance, il se mue alors en sentinelle de la violence. Victor Hugo, qui torture un animal, torture une conscience. Ou Romain Rolland, la cruauté envers les animaux et déjà l'indifférence envers leur souffrance est, à mon avis, l'un des péchés les plus lourds de l'humanité, à la base de la perversité humaine. La maltraitance d'animaux est en effet l'indicateur inquiétant d'une violence intériorisée, déchargée sur plus faible que soi. Jointe à une faible capacité de symbolisation, elle peut être corrélée chez certains adolescents à une agressivité latente ou manifeste. Or, la seule éducation scolaire prescriptive à la citoyenneté ne suffit pas toujours à enrayer la violence particulière qu'est le harcèlement, art de contourner les codes pour nuire subtilement à une victime désignée. Cela traduit l'absence d'empathie et de compassion chez son auteur, ses complices ou les témoins au silence gêné. La prévention exigerait de repérer précocement cette volonté de puissance, fréquente à la puberté. Ce qui fait grandir en humanité, c'est renoncer à l'exercer sur le plus faible et oser la dénoncer. Questionner les causes et effets de la maltraitance sur des animaux peut mettre à jour ce qui sous-tend d'autres violences. Un outil pédagogique enfant-animal-nature poursuit ce but depuis 1998 et il gagnerait à être mieux connu des enseignants. Certains considèrent que la compassion devrait être réservée en priorité aux humains, placés selon eux au sommet de la pyramide. Eh bien, on note au contraire qu'avant de s'étendre à autrui, elle se suscite mieux à hauteur d'enfant, envers les êtres sur qui il a le pouvoir, les animaux. Milan Kundera considérait que la relation de l'homme à l'animal constitue un test moral si radical, précisément parce que l'animal ne représente aucune force. Et il ajoutait « C'est ici que s'est produite une faillite si fondamentale que les autres en découlent. Œuvrer sur ce plan a donc du sens. » Notons le cas de certains adolescents incités à voir ou commettre des actes de violence contre des animaux, voire à les tuer sans nécessité. Détruire le sentiment originel de pitié, violer le tabou du « tu ne tueras point » ne laisse pas indemne. Un mécanisme défensif de clivage
permet d'échapper à la culpabilité, mais il se paye au prix fort, par l'extinction de la compassion. Je ne pourrais pas m'étendre sur un cas, mais j'ai eu à suivre un jour un adolescent qui était devenu un véritable maniaque des couteaux, et c'était venu du fait que, lors d'un séjour dans son pays d'origine, enfin l'origine de ses parents, il avait été incité à égorger un agneau. Et il y avait un avant, il y avait un après. Il y avait autour du couteau ensuite une fascination, et ce qui m'avait glacé, c'était une de ses phrases. Il avait dit « Quand on en a tué un, on peut en tuer 100 ». Point 5. L'animal est un précieux auxiliaire du développement de l'enfant. Il stimule les compétences socles chez les tout-petits. Il fascine, apaise, rassure, console, fait imaginer, responsabilise, soutient la résilience de certains dans l'épreuve. Il est aussi ami et thérapeute, objet transitionnel, porte-parole des émotions et partenaire privilégié de l'imaginaire enfantin. Un enfant me dit un jour « Je veux avoir un gros chien car il aura un gros cœur pour consoler des plus gros chagrins ». La pédagogie Freinet valorisait la présence d'animaux dans les classes. Un chien mascotte ou assistant suscite l'enthousiasme en classe, comme cela vient d'être démontré. L'enfant est mu par sa génialité intuitive. L'expression est de Jaspers. Il pense avec son cœur et il projette ses émotions sur le doudou et l'animal de compagnie. Il raisonne avec lui au sens de la résonance, tandis que l'adulte raisonne sur lui au sens du raisonnement. Cependant, cette empathie qui est mue par l'affectivité est labile et sélective envers des animaux plutôt jolis et mignons. Tous n'ont pas cette chance. Reposer dans l'herbe une limace égarée dans la cour parlera plus qu'un long discours, car c'est aux adultes d'inculquer le respect d'humbles formes de vie. L'éthique animale devrait s'inscrire dans la durée, car le lien enfant-animal évolue avec l'âge, et le collégien pourrait bien le délaisser, comme il le fit avec son doudou, sauf si une approche de nature cognitive, scientifique, éthologique, philosophique et sociétale, liée à des micro-projets porteurs, peut prendre le relais à l'école pour fonder une responsabilité durable chez le futur citoyen. L'adolescent d'aujourd'hui peut-il se rêver en législateur de demain ? Point 6. À travers l'éthologie, les animaux sont des éveilleurs à la curiosité scientifique. Leurs prouesses surprennent, voire émerveillent. La complexité insoupçonnée de leurs facultés de communication, de solidarité, de coopération et de ruse, même chez les poissons, renverse les anciennes certitudes. Regarder l'animal, ce plus autrui des autrui, selon l'expression de Lévi-Strauss, et aussi se laisser regarder par lui, cela nous questionne. Quelle part d'humanité en l'animal ? Quelle part d'animalité en l'homme ? Pour France de Waal, la différence serait de degré plus que de nature. Nous n'aurions même plus le monopole de la théorie de l'esprit. Enfin, point 7, l'animal est un archétype de l'inconscient collectif. Pour nos ancêtres, l'animal était un guide psychopompe, gardien présumé de mondes invisibles. Il était à la fois vénéré, chassé, craint et sacrifié. Il figure dans les premières expressions artistiques, les mythes fondateurs et les légendes. Il surgit parfois encore dans notre vie onirique, signe de forces inconscientes. Par immémoriel de nous-mêmes, il demeure une inépuisable source d'inspiration poétique et symbolique. Je conclurai en disant que dans un monde devenu artificiel, virtuel, désacralisé, en perte d'idéal, mais tenté par des succédanés idéologiques, aidons notre jeunesse à préserver un lien profond et sensible avec l'animal, qui sera bientôt notre dernier ambassadeur, émouvant et fragile, du mystère de la nature. Et que serait une éducation à la connaissance dont serait absent l'éveil à la beauté, à la bonté et à la responsabilité morale envers les autres êtres. Je vous remercie de votre attention. Le slide, on peut passer ? Il y avait 2 slides. Non ? Oh, c'est dommage. Ah oui, j'avais une... Oui, non, il y a eu un petit problème parce qu'un des slides attendus n'a pas été montré. Je ne sais pas si on peut le faire voir. Au moins le premier. Le premier a été vu. Ah, parce que je ne me suis pas retournée. Et le deuxième ? Non. Ça, c'est celui qui a été vu. Celui-là, il est passé. Ah oui. Et le deuxième, c'était sur quelques ressources documentaires. Voilà. Bon. Oui, il y a le site Enfants, Animal, Nature, et puis quelques livres qui sont fondamentaux et sur lesquels je me suis appuyée lorsque j'ai travaillé pendant ces 8 ans
en école de formation des enseignants. Merci beaucoup.